Et bonjour à toutes et à tous, bonjour le chat, salut tout le monde, enchanté, je suis Benjamin, je serai votre host pour l'heure qui suit, pour ce talk show, avec tout d'abord Justine, directrice générale de l'association e-enfance. Bonjour Justine. Bonjour. Ensuite, nous avons aussi David Doucet, journaliste et écrivain, qui a écrit et paru tout récemment La haine en ligne. Bonjour David. Bonjour. Et enfin, nous avons Charles, développeur de l'application Bodyguard. Enchanté, bienvenue. Ah, je crois que Charles est mute. Le fameux coup du mute. Bonjour à tous, merci beaucoup de me Salut, recevoir, salut. de me mettre des compteurs. Ah, c'est un plaisir de partager cette heure avec vous. On va pendant toute cette heure discuter un peu de tous les projets que vous menez, chacun de votre côté, et le rapport que ça a aujourd'hui avec l'événement qu'on fait et, et comment on peut aider les gens en ligne. Alors, je voulais tout d'abord initier cette discussion avec Justine, donc directrice de l'association e-enfance. Quel est, s'il te plaît, le but de e-enfance? Quelles sont vos actions? Alors, e-enfance, c'est très vieux, en fait, quelque part. Ça a été créé en 2005, donc ça a 15 ans. Et l'objectif de l'association, c'était de protéger les enfants, les adolescents dans ce nouveau monde du numérique qui était en train de naître. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, puisque Facebook n'existait même pas. Donc, on les protégeait plus de dangers qu'on avait identifiés comme des prédateurs sexuels, l'exposition à la pornographie, des choses comme ça. Et puis en fait, très rapidement, dès l'émergence des réseaux sociaux, on est devenu une association qui s'est beaucoup centrée sur la protection des jeunes entre eux, je dirais quasiment, c'est-à-dire dans les cas de cyberharcèlement qu'ils subissent au quotidien sur les réseaux sociaux. Ils ont été un peu les premiers à subir tout ça, avant que depuis effectivement 4-5 ans, un certain nombre de personnalités connues dans le monde du spectacle, des médias, de la politique, subissent un peu la même chose et se rendent compte à quel point c'est traumatisant et dramatique quand on subit ça, et surtout comment on se sent seul et désemparé et avec peu de mobilisation autour. Donc voilà, donc notre mission, c'est de protéger les enfants, et on fait ça à la fois en faisant de la prévention et de l'éducation toute l'année dans toute la France auprès d'enfants du primaire au collège, au lycée. On fait aussi du travail de formation auprès des parents et des adultes parce qu'ils sont pas toujours très au courant de ce que c'est qu'être un ado aujourd'hui et qu'est-ce qu'on vit sur les réseaux sociaux. Et puis parallèlement, on a un numéro vert, un numéro d'appel qui s'appelle Net Écoute, qui est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h, qui est aussi joignable d'ailleurs par chat ou sur des messageries, et qui permet de vous prendre en charge quand vous êtes victime de cyberharcèlement notamment. Et on a un vrai levier particulier, c'est qu'on a des accords avec les réseaux sociaux, avec les principales plateformes, qui nous permet de leur signaler directement à leur service de modération les contenus ou les comptes qui sont harcelants ou auteurs de haine en ligne. Et quand effectivement on a bien caractérisé que c'était de la haine en ligne et du cyberharcèlement, on leur demande de retirer ces contenus ou ces comptes, et quand c'est nous qui leur demandons, ils le font très rapidement puisqu'on arrive à faire retirer des contenus vraiment dans l'heure qui suit Ouais. nos signalements. Excellent, excellent, excellent. Donc j'imagine, vous faites des interventions donc dans les écoles auprès des plus jeunes. Le fait d'aujourd'hui posséder un téléphone entre autres et avoir accès aux réseaux sociaux de plus en plus jeunes multiplie aussi ces cas de harcèlement en ligne. Ah bah oui, ça a complètement explosé en fait. En fait, il y a plein de choses qui ont fait que ça a explosé. C'est que d'abord, on a parlé de Facebook qui paraît un espèce de vieux dinosaure, mais qui a créé le genre. Entre-temps, il y a eu plein d'autres réseaux sociaux et messageries qui sont nés, mais en réalité, on les a plutôt additionnés dans nos usages. On n'en a pas quitté un pour en prendre un autre. Donc, il y a eu de plus en plus de plateformes utilisées, plus en plus de jeunes qui effectivement sont allés dessus. Les usages rajeunissent beaucoup. Donc, ce qu'on faisait peut-être il y a 10 ans à 17 ans, aujourd'hui, on le fait quasiment à 10 ans. Donc tout ça, ça fait beaucoup plus de personnes sur beaucoup plus de réseaux, et donc beaucoup plus d'incidents, je dirais, d'accidents et notamment de cyberharcèlement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un jeune sur 10 en France qui dit qu'il est victime de cyberharcèlement. Alors il y en a beaucoup plus qui sont victimes de cyberviolence, et on va en parler tout à l'heure, donc d'injures, d'insultes, de haine en ligne. Le harcèlement, c'est encore un peu particulier parce que c'est vraiment ce phénomène de répétition qui peut durer sur des jours, des semaines, des mois, parfois même des années pour certains, avec cette sensation qu'on a que tous ceux qui sont contre nous sur les réseaux ne s'arrêteront que quand on n'existera plus.
C'est quand même un peu le sentiment qu'on a, et qu'en plus ils nous atteignent vraiment dans ce qu'on est, dans notre identité profonde, voilà, comme personne, comme sexe, comme origine, comme opinion, comme, enfin voilà, tout ce qui fait qu'on est nous. Et donc c'est extrêmement destructeur et traumatisant. Et c'est là où parfois, voilà, dans les échanges qu'on peut avoir avec les personnalités publiques, parfois ils comprennent pas à quel point quand on est jeune, c'est quand même beaucoup plus difficile à vivre parfois que pour eux. Ce qui veut pas dire que c'est pas difficile à vivre pour eux, évidemment, hein. Mais que voilà, un âge où on est en train de se construire, c'est quand même beaucoup plus traumatisant. Ça laisse des traces, et ça peut laisser des traces vraiment toute sa vie, parce que parfois on va à 35, 40, 50 ans être encore marqué quand on se regarde dans la glace par des insultes ou des propos qu'on a entendus ou qu'on a lus sur soi à 15 ou 16 ans. Tellement ça a pu être violent. Absolument, absolument. Du coup, je vous remercie, hein, la transition est toute trouvée. Avec David, hein, on va du coup aborder la haine en ligne. Donc, ce livre Enquête sur la mort sociale aux éditions Albin Michel. David, bonjour. Bonjour. Donc, quel est l'objectif, si je puis dire, attendu avec ce livre? En fait, c'est ce qu'a résumé un peu Justine Atlan, c'est que je pense que la question à la fois du cyberharcèlement, mais aussi des lynchages en ligne, est largement sous-estimée en fait par les institutions publiques. Et on pense que parce que c'est virtuel, il suffit de se déconnecter et puis les conséquences sociales, psychiques vont s'envoler d'elles-mêmes. Et en fait, moi j'ai été à la rencontre de personnes qui ont été lynchées en ligne, pour comprendre en fait ce qu'elles avaient vécu, comment elles arrivaient ensuite à se reconstruire. Certains n'y parviennent pas malheureusement, et quels sont tous les rouages de ces lynchages en ligne. Parce qu'une fois qu'on est, roulé dans la boue, qu'on est éclaboussé, en fait ça laisse des traces sur Internet. C'est-à-dire que c'est pas seulement le message va pas s'envoler par lui-même, c'est-à-dire que souvent lorsqu'il y a un lynchage, il va y avoir des reprises dans la presse, et en fait Google va sans arrêt ressasser les pires aspects de cette polémique. Et en fait, c'est comme si vous étiez avec un miroir déformant auquel vous êtes tous les jours confrontés. Et les victimes de lynchage ont beaucoup de mal avec ça, parce que toute relation sociale ensuite se contracte avec un boulet au pied. Une fois que vous êtes éclaboussé, en fait, tout le monde est au courant. Et on n'a plus de casier judiciaire aujourd'hui, on a un casier Google. Et il suffit, ça peut arriver à n'importe qui de se faire éclabousser. Une mauvaise blague, un tweet polémique, une vidéo mal maîtrisée, et en fait vous êtes l'objet de dérision, et puis cet objet de dérision fait des articles de presse, et puis ensuite votre e-réputation est en lambeaux, et c'est très difficile de se reconstruire. Donc j'ai travaillé là-dessus durant 1 an. J'étais à la fois aller voir des personnes qui se livraient à des lynchages en ligne, à des social justice warriors, qui se rendent pas forcément compte en fait des conséquences de leurs actes, et puis aussi des personnes qui en ont été victimes. Mais je suis d'accord avec Justine Atlan, d'ailleurs, que j'ai interviewé pour mon livre, la population qui est la plus vulnérable, malheureusement, c'est la population adolescente, enfin de 15 à 25 ans. Par exemple, on sait que il y a 30% énorme. Et en fait, elles sont dans une période, mais je pense qu'elle en parlerait beaucoup mieux que moi, mais les ados sont dans une période de construction identitaire, et en fait, ils vont pas forcément en parler à leurs parents, à leurs enseignants, et même à leurs amis. Et du coup, ils se renferment sur eux-mêmes, et lorsqu'ils sont victimes d'attaques sur les réseaux sociaux, parfois ils ont l'impression d'avoir aucune solution, si ce n'est le suicide. Et heureusement qu'il y a des plateformes comme NetÉcoute. C'est parmi les bonnes solutions, je trouve, à la haine en ligne. Il faudrait que NetÉcoute et Justine Atlan bénéficient de plus de moyens, mais c'est une très belle solution pour répondre à cela. Ouais, tout à fait. Et oui, effectivement, hein, comme tu l'as dit, le harcèlement chez les jeunes, c'est un sujet assez tabou, dont ils n'osent pas parler. Et au contraire, c'est la première solution qu'on devrait proposer, c'est d'oser en parler à ses parents, à des personnes compétentes. J'ai vu dans le chat qu'on disait ce qui arrive de nos jours, c'est la faute des parents. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que les parents sont pleinement responsables? Est-ce que les plateformes ont aussi un rôle à jouer? Alors, je pense que Charles a plein de choses à dire sur ce sujet. Ah oui, ouais, Charles, ouais. De compliqué d'intervenir après ces deux intervenants, mais non, je pense que pour le coup, Justine est mieux placée que moi pour répondre à cette question. Alors, c'est un sujet assez long, assez profond.
Alors bien sûr, avec Justine et avec David, on est assez complémentaires. C'est-à-dire que je vais peut-être présenter Bodyguard un peu plus tard, mais Bodyguard, nous, on apporte l'aspect technologique de la chose, mais ça ne résout pas le problème entièrement. Pour moi, c'est la combinaison humaine et technologique qui va être la solution. Et en effet, de ce qu'on observe, et je pense de ce que Justine observe également, parce qu'elle est en contact régulièrement avec des enfants, les parents sont totalement largués par rapport aux nouvelles technologies, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux nouvelles façons dont les enfants propagent la haine en ligne et cyberharcèlent d'autres enfants. Ils sont même, on va dire, parfois même pas au courant que leurs enfants reçoivent ce genre de contenu, et c'est un vrai problème. Quand on pense que il y a à peu près 50% des enfants qui ont déjà été victimes ou témoins de cyberviolence, on va parler de cyberviolence, Justine a tout à fait raison là-dessus, parce que le fait cyberharcèlement, c'est un phénomène extrêmement répété et c'est un peu plus rare. Mais tout ce qui est cyberviolence, je pense qu'il y a un enfant sur deux qui est au minimum victime ou témoin de ça. Ou alors même propageur de ça. Et ça, les enfants ne sont pas au courant. Donc, je pense qu'on peut encore sauver toute cette catégorie de jeunes qui sont de plus en plus jeunes d'ailleurs, qui commencent à cyberharceler parce qu'ils ont accès aux technologies, aux smartphones, aux téléphones de plus en plus jeunes. Je pense qu'on peut encore sauver cette catégorie de personnes par l'éducation. Donc, ça passera à la fois par la protection de ces enfants, donc les protéger des contenus haineux. Ça passera également par l'éducation, afin que par les écoles, par des associations comme NetÉcoute, e-enfance et par les parents, ils soient au courant de ce qu'il faut faire dans la vraie vie, ce qu'il faut faire sur Internet et ne pas faire finalement une cassure entre les deux, parce que généralement, c'est des enfants qui sont très bien éduqués dans la vraie vie et très mal éduqués sur Internet. C'est pour ça que les enfants ne s'en doutent pas. Et donc, il y a ce côté-là, il y a ce côté de protection, éducation, et je pense que c'est comme ça qu'on s'en sortira. En le protégeant déjà des contenus haineux qu'il reçoit, on aide, on résout une première partie du problème parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui cyberharcèlent ou qui envoient des contenus eux-mêmes parce que eux-mêmes en reçoivent. Donc déjà, si on supprime la source du problème, il n'y aura pas vocation à propager ou à réenvoyer des contenus haineux. Si on supprime les contenus haineux, ça permettra aux enfants de ne pas avoir l'envie et de retirer un peu l'effet boule de neige, parce que il y a beaucoup plus de chances pour qu'un enfant rajoute des contenus haineux dans un espace commentaire où il y a déjà énormément de contenus haineux. Et en plus de ça, ils apprennent de nouvelles insultes. Donc, on peut encore sauver ça, mais ça viendra de la technologie et de l'humain. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et du coup, dans cet aspect de harcèlement en ligne, parle-nous s'il te plaît de Bodyguard, du coup l'application. Quel est son intérêt? Comment s'en sert-on, s'il te plaît? Alors, Bodyguard, c'est une application mobile qui est gratuite. Justine va en avoir marre de cette présentation parce que ça va faire la 100e fois qu'elle entend. Mais c'est important d'expliquer ce que c'est parce que ça répond à une première brique technologique qui, je pense, est nécessaire. Donc, c'est une application qui est gratuite, disponible sur Android et sur iPhone, qui est ouverte à tout le monde. Hein, c'est pas qu'aux enfants. Et c'est une application qui va vous protéger en temps réel des contenus haineux et du cyberharcèlement que vous pouvez recevoir sur vos réseaux sociaux. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, oui, mais moi, je suis pas cyberharcelé, j'en ai pas besoin. Mais ça marche aussi pour les gens victimes de cyberviolence, d'insultes, de moqueries répétées. Et il n'y a aucune raison de laisser ces contenus-là ou de ne pas s'en prémunir. Donc Bodyguard est là pour ça. L'utilisation est très simple. Vous téléchargez l'application, vous vous connectez donc avec un ou plusieurs de vos réseaux sociaux. On est disponible sur Elle est sur YouTube. mobile? Oui, sur mobile. On est disponible sur okay. YouTube, Twitter, Instagram et Twitch. Vous allez vous connecter avec vos réseaux sociaux. À partir de la première connexion, vous allez personnaliser votre modération. C'est-à-dire que Bodyguard détecte 8 catégories de haine. On a les insultes, les moqueries sur le physique, les menaces de mort, l'harcèlement moral, l'harcèlement sexuel, le racisme et l'homophobie. Et pour chacune de ces catégories, vous allez pouvoir, grâce à un système de slider, adapter la sévérité de la modération. Parce qu'on estime que la protection, c'est individuel et que le curseur doit être laissé à l'utilisateur, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ces catégories-là. Donc c'est à vous de personnaliser votre modération. On propose bien sûr un réglage par défaut. Et une fois que vous avez personnalisé tout ça, vous allez personnaliser la réaction de Bodyguard. C'est-à-dire que vous allez dire à Bodyguard, une fois que Bodyguard a trouvé un contenu haineux, j'aimerais que le contenu soit retiré de la plateforme, j'aimerais que l'auteur du contenu soit bloqué, j'aimerais que l'auteur du contenu soit muté. Et après, c'est tout. Vous n'avez plus rien à faire, vous fermez l'application, vous utilisez vos réseaux sociaux normalement. Ce qui va se passer en arrière-plan, enfin, plus au niveau de nos serveurs, c'est que nos serveurs vont venir récupérer tous les contenus sous vos vidéos YouTube, sous vos photos Instagram, les gens qui vous mentionnent sur Twitter. On va récupérer ces contenus, pas les stocker, hein, mais les récupérer pour
pour les analyser avec notre technologie. Si la technologie détecte le contenu comme haineux selon vos critères de modération, eh bien, on fait l'action que vous désirez, donc retirer le contenu. Et tout ça quasi en temps réel. Alors, les contenus sont bien sûr, les contenus non supprimés sont bien sûr pas stockés. Les contenus supprimés sont visibles dans l'application mobile et vous pouvez les restaurer si besoin. Donc, il n'y a jamais rien qui est définitif. Et derrière, on a mis en place des technologies d'analyse relationnelle, on va dire, qui permettent de savoir si la personne qui vous insulte est votre ami ou non. Et si c'est votre ami, on ne fera rien du tout, on ne va pas bloquer vos amis. Et une dernière chose, je terminerai juste là-dessus parce que c'est un sujet important. On propose également par défaut une protection individuelle, c'est-à-dire que on va uniquement protéger l'utilisateur des contenus haineux qu'il reçoit et qui vont être destinés à lui personnellement, et ou à sa famille. C'est-à-dire que si un de vos amis dit tu as raison Charles, Donald Trump c'est un connard, le contenu ne sera pas supprimé. Parce qu'on va protéger uniquement l'individu et l'utilisateur. Et vous avez dans l'application mobile la possibilité d'activer une protection plus générale, afin de dire moi je suis un streamer, je veux un espace commentaire propre et je veux pas d'insultes. Donc peu importe si c'est destiné à Charles ou à Donald Trump ou directement à l'utilisateur qu'on protège, dans ce cas-là le contenu sera quand même retiré. Bon, enfin voilà, on laisse la main à tout le monde. Excellent, excellent. Très bonne initiative. Hein. Félicitations vraiment pour le développement de cette application. J'avais une question pour Charles, David, pardon. Est-ce que tu as eu un déclic qui t'a amené à écrire cet ouvrage? Est-ce que c'est un fait particulier ou c'est une idée qui te trottait dans la tête depuis longtemps? Non, c'est un fait particulier, c'est que j'étais moi-même victime d'un lynchage en ligne. Oui. Sans rentrer dans les détails, mais j'étais rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait Les Inrecuptibles, et j'étais pris dans une affaire qui s'appelait l'affaire de la Ligue du LOL. Et en fait, pour avoir fait partie d'un groupe Facebook privé, tout le monde a été mis sur le même pied d'égalité parce que quelques individus de ce groupe, de ce forum de discussion, avaient commis des actes répréhensibles sur Twitter. Et d'un seul coup, pour avoir appartenu à ce forum 7 ans auparavant, en fait, j'ai été lynché sur les réseaux sociaux, puis dans les médias, et j'ai perdu mon poste. Et ensuite, j'ai été, des contre-enquêtes ont montré que j'ai jamais harcelé personne, mais voilà. Et en fait, j'ai pas voulu faire un livre sur mon histoire, même si j'aurais pu la raconter. Mais c'est pas un plaidoyer. J'ai voulu me servir de mon expérience parce que je mesurais pas en fait les conséquences que tout cela pouvait engendrer. Et du coup, j'ai été à la rencontre de personnes qui ont été lynchées. Des fois, il y a des personnes qui ont fait des erreurs, qui ont commis, je sais pas, qui ont dit une connerie à la télévision, qui ont fait des vidéos maladroites, pour certains, par exemple, j'ai été voir Mehdi Meklat, qui est un ancien écrivain qui avait sous un pseudonyme sur Twitter, avait insulté des gens et 10 ans plus tard, il en a payé les conséquences. Il a lui aussi vécu une forme de mort sociale. Mais ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'on peut tous commettre des erreurs sur Internet. On est tous, parce que puisque Internet se confond avec la vraie vie, on est tous à la fois des êtres merveilleux et parfois des êtres idiots et qui peuvent être nerveux ou commettre des actes qui sont pas terribles. Mais en fait, le problème d'Internet aujourd'hui, c'est que la moindre erreur, vous allez la traîner à vie et elle va résumer votre existence. Alors qu'on fait tous des erreurs, et on devrait se focaliser sur les progrès, sur nos progrès, plutôt que sur une erreur éventuelle qu'on a pu commettre au cours de notre vie. Et donc bref, j'ai voulu faire cette enquête pour comprendre ce phénomène et le documenter. Oui, effectivement. Et du coup, j'imagine, et c'est dans l'inconscient commun aujourd'hui que quand on n'est pas touché personnellement par le harcèlement en ligne, on a du mal à vouloir se battre contre ce harcèlement en ligne, pardon, parce que c'est banalisé aujourd'hui avec Internet, tout va très vite et c'est tellement, ça s'est tellement multiplié qu'aujourd'hui, si on ne le vit pas, on ne se rend pas compte de ce qu'on subit. Et effectivement, tu as parlé de mort sociale, c'est un terme qui est très très fort, et c'est là qu'on voit l'impact qu'Internet a aujourd'hui sur la vie sociale, sur la vie de tous les jours. Internet aujourd'hui, c'est fait partie de notre vie, hein, et il faut qu'on s'en rende compte, même si on ne vit pas le harcèlement en ligne. Il faut comprendre que ça existe. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui pendant cette heure. Et Justine, du coup, j'avais une autre question, j'aborde un peu différents thèmes génériques. Justine, toi qui es en intervention du coup avec des victimes de cyberharcèlement, est-ce que il y aurait un profil type, j'ai envie de dire, de harceleur en ligne, des caractéristiques? Parce que souvent, ce que j'ai vu revenir personnellement, c'est des personnes qui sont elles-mêmes en souffrance,
qui vont vouloir faire souffrir d'autres personnes. Quel est ton avis là-dessus? Il y a des profils différents parce qu'il y a quand même des mécaniques de harcèlement qui sont pas toujours exactement les mêmes. D'abord, effectivement, selon les âges, c'est quand même pas les mêmes phénomènes. Encore une fois, il faut quand même isoler un peu la période de l'adolescence, qui est un moment extrêmement particulier dans nos vies à tous, hein, qui est un moment de rupture avec l'enfance, où on doit marquer très fortement qu'on n'est plus un enfant, parfois de façon caricaturale. On doit rompre avec les parents et du coup tous les adultes en général. Et en même temps, on doit se conforter dans le fait qu'on est en train de devenir une femme ou un homme comme il faut. Alors effectivement, avec tout d'un coup cette pression sociale extrêmement forte qui va arriver. Et en fait, l'adolescence, c'est très rebelle vis-à-vis de ce qui l'entoure, mais en réalité, l'adolescence est un âge extrêmement normatif. C'est-à-dire qu'en fait, les ados sont rebelles par rapport aux adultes, mais entre eux, ils sont, entre guillemets, tous pareils un peu. Et dès qu'on n'est pas à l'ado type, on va être assez rapidement exclu. Parce qu'il y a une façon d'être un ado aujourd'hui. Alors peut-être que l'année prochaine ça sera autrement, et l'année dernière c'était encore autre chose, mais globalement voilà, avec une façon d'être, de s'habiller, de parler, les musiques qu'on aime, les séries qu'on regarde, plein de choses. Voilà, c'est pas forcément dit, mais c'est comme ça qu'on doit ressembler. Et c'est vrai que là où tu as raison, c'est que on va voir souvent la mécanique du harcèlement qui va commencer, en tout cas, parce qu'après, il y en a plein qui rejoignent une espèce de boule de neige et effectivement de phénomène de lynchage, voire de lapidation. Hein. Moi, j'appelle ça aussi la lapidation parce qu'en fait, parfois, chacun va jeter juste une pierre, comme dans un phénomène de lapidation, mais en réalité, une pierre jetée par 200 personnes en même temps, ça finit par tuer quelqu'un par lapidation. Donc, c'est un peu ça parfois le phénomène. Mais c'est vrai que l'auteur initial, lui, effectivement, il a un levier intérieur qui est pas juste de la moquerie pour s'amuser, etc. Lui, c'est vrai qu'il en veut à cette victime. Et là où tu as raison, c'est qu'alors, parfois, c'est parce qu'il lui-même, il a été victime de harcèlement. C'est vrai que dans les études, on se rend compte qu'on a quasiment 60% des auteurs, à cet âge-là, en tout cas, qui ont été victimes de harcèlement. Donc, ce qui montre aussi qu'il faut bien s'occuper vraiment des victimes, parce que parfois, si on n'occupe pas bien, il y a plus de la moitié qui vont peut-être, parce qu'ils n'ont pas réussi à être pris en charge correctement, la seule façon qu'ils vont trouver de se reconstruire, elle va évidemment pas être bonne, hein, mais ça va être de faire la même chose que ce qu'ils ont subi. Et ça, on le voit dans beaucoup de phénomènes dans la vie. Hein. On a à peu près deux choix, soit ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire qu'on arrive à passer à travers quelque chose, soit au contraire, on va répéter, malgré nous, bien évidemment, et on va répéter. Et ça arrive dans d'autres phénomènes de violence dans la vie. On comprend pas pourquoi les gens qui ont subi des choses horribles le font subir à d'autres, parfois même à leurs enfants, mais parce que voilà, c'est la seule façon qu'ils ont eu de s'en sortir, mais parce qu'ils n'ont pas été aidés et suffisamment accompagnés. Donc il y a effectivement ce phénomène-là. Et puis parfois il y a des auteurs de harcèlement qui en fait sont très fragiles intérieurement, contrairement à ce qu'on croit, qui n'ont pas forcément une estime d'eux-mêmes très forte. En revanche, qui ont en général un bon ego, c'est-à-dire quand même une faculté d'exister, des compétences sociales assez fortes. Ils sont assez à l'aise et ils vont utiliser ça pour effectivement diminuer l'autre en face. Mais l'autre en face, souvent, il a quelque chose que n'a pas l'auteur initial. Par exemple, je vais prendre un exemple. Moi, je suis le harceleur. Je suis très complexée parce que je suis petit. Et en fait, il y en a un autre au collège, au lycée. En fait, il est petit que moi, voire même plus, mais il a l'air de le vivre très bien. Et en fait, ça m'insupporte. Je comprends pas pourquoi lui, il vit ça tellement bien, alors que moi, c'est vraiment un complexe et que j'ai du mal avec ça. Donc, je lui en veux. Et donc, je vais effectivement aller commencer à me moquer de lui. C'est assez facile. Et en fait, du coup, c'est cet enfant au départ qui n'a pas de problème, qui n'a pas de compétences développées, hein, parce que tout le monde se moque de lui, l'insulte, voilà, se moque de sa taille, lui donne des surnoms, etc. Je dis ça sur un phénomène physique, ça peut être aussi, mes parents sont divorcés, ça se passe très mal, moi je le vis hyper mal, mais effectivement l'autre, ses parents sont divorcés, mais ils s'entendent bien, il a l'air de le vivre super bien, il a même plein de cadeaux à Noël, de famille, des frères et sœurs, etc. Voilà, et ça m'énerve, donc je vais le pourrir à cause de ça. Voilà. Donc il y a une espèce de phénomène comme ça qui vient et qui n'est pas visible quand on voit, parce qu'on voit juste de l'agression, mais là où tu as raison, c'est que au départ, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Et souvent, et d'ailleurs les victimes le disent elles-mêmes, elles s'en rendent compte, souvent à l'origine du harcèlement au tout début, il y a de la jalousie en fait. Il y a de la jalousie et de l'envie, mais qui arrivent pas à s'exprimer. Alors individuellement, parce que ça peut être des gens qui savent pas le dire, mais on est tous un peu responsables collectivement de ça, parce que c'est vrai que culturellement, ça fait partie des émotions qu'on ressent tous à un moment, mais qui sont un peu mal vues, et que donc on ne pousse pas à exprimer.
Et c'est vrai que finalement, si on pouvait dire très spontanément, je suis hyper jaloux de toi, en fait, voilà, je t'envie parce que t'as ci, t'as ça que j'ai pas, ou toi tu vis bien un truc que moi je vis mal, enfin voilà, ça faciliterait les choses. Mais comme c'est des émotions qu'on nous culpabilise d'avoir, on nous dit il faut pas penser ça, c'est pas bien, c'est pas gentil. Mais le problème c'est qu'on les ressent quand même. Alors comme on n'arrive pas à les sortir en les exprimant normalement, on va les sortir mal parce qu'il faut quand même qu'elles sortent et elles vont sortir de façon négative. Et ça, voilà, quand on demande aux victimes, c'est vrai que le profil du harceleur, souvent il y a au fond de lui ce sentiment de jalousie ou d'envie qui sort pas de la bonne façon. Ouais, je sais pas si ouais, j'étais tout à très fait. claire, mais j'ai expliqué. Si, c'était très clair, absolument. Merci beaucoup. Merci, merci. Je voulais revenir aussi vers David, parce que j'insiste sur le thème de la mort sociale, qui est un terme très fort. David, aujourd'hui, où en es-tu socialement, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il y a eu une reconstruction? Est-ce que l'impact de toute cette histoire que tu as vécue est encore présent? Oui, elle est encore présente, mais bon, j'ai eu la chance, moi, d'avoir eu des personnes qui m'ont soutenu et j'ai eu la chance d'écrire un livre dans une grande maison d'édition qui est Albin Michel. Donc, j'ai pas voulu m'apesantir sur mon cas. En fait, moi, je suis, malgré ce que j'ai vécu et qui a été un peu traumatisant malgré tout, parce que perdre son emploi sous les vivas de la foule, c'est jamais agréable. Mais j'ai eu la chance d'avoir un entourage à mes côtés. Ce que je raconte dans le livre, c'est que la mort sociale, les lynchages en ligne, le cyberharcèlement, comme dans beaucoup de sujets, comme quasiment tous les sujets, c'est très inégalitaire. C'est-à-dire que quand on vient d'un milieu social favorisé, lorsqu'on a un entourage qui est présent, lorsqu'on a des amis, lorsqu'on a les ressources financières, même si on est plus structuré, par exemple psychologiquement, on va avoir plus de chances de s'en sortir. Il y a malheureusement des personnes qui ne bénéficient pas de tous ces soutiens. Je prends l'exemple dans mon livre de la chanteuse Ménel. Oui. Hier, Emmanuel Macron en a parlé dans son interview à Brut. Il a parlé de Mila et de Ménel, qui ont été deux personnes qui ont été victimes de cyberharcèlement pour des propos ou des questions relatives à l'islam. Et on voit que c'est une question qui est clivante et puis que peut générer des vagues de cyberharcèlement. Ménel, en fait, elle a été exclue de l'émission The Voice pour des propos qu'elle avait tenus sur Facebook auprès de ses amis. Elle a été virée de l'émission, elle a perdu son emploi, on lui avait promis de signer un contrat dans un grand label de musique, finalement ça s'est pas fait, et sa famille lui a tourné le dos. Et là, c'est un exemple concret d'une personne en fait qui a ne bénéficié d'aucun soutien. De la même manière, je parle dans mon livre d'une personne qui s'appelle toujours Amandine, qui était connue sur internet sous le nom de Amandine du 38. Elle avait fait une vidéo de rap il y a 10 ans. Et elle la traîne encore aujourd'hui comme une casserole. Et c'est-à-dire que dans son petit village, lorsqu'elle va se balader, elle est cyberharcelée, on se moque d'elle en permanence. Dès que elle va à un nouvel emploi, dès les premiers jours, on lui demande Amandine, fais-nous une vidéo de rap. Tout ça parce qu'elle a fait une vidéo, elle a posté une vidéo de rap il y a 10 ans. Elle a fait de mal à personne et elle traîne ça comme une casserole ad vitam aeternam. Et surtout, il y a des gens qui ont utilisé cette vidéo, qui l'ont uploadée à leur tour et qui se font de l'argent sur son dos. Et elle n'arrive pas à faire disparaître ses contenus. Donc là, c'est concrètement une personne qui n'a pas les moyens, pas les ressources en fait, pas forcément les connaissances pour s'adresser, par exemple, à la CNIL, pour s'adresser à un avocat, pour faire retirer ses contenus, et puis voilà, pour se défendre. Donc on n'est pas tous égaux face au cyberharcèlement et face à cette haine en ligne. Et je pense que c'est ça qui est aussi important de garder en tête. Et tout le monde va pas. Et c'est bien, par exemple, que des applications comme Bodyguard et NetEcoute existent. Enfin, l'institution NetEcoute existe parce que de plus en plus on en parle et du coup ça rend accessible à plein de gens la possibilité de se faire aider. Ils se sentent plus démunis. Ils se disent bon bah si j'appelle NetEcoute, la ligne est quand même ouverte quasiment 24 heures sur 24. Elle me corrigera, mais il y a une possibilité, une planche de salut. Et jusqu'à il y a quelques années, c'était pas le cas. Donc ça, c'est bien, c'est que aujourd'hui, voilà, les plus démunis commencent à avoir des possibles anges gardiens pour venir les aider. Et je crois que c'était Justine Atlan qui m'avait dit au cours d'une interview que j'avais fait avec elle. Elle me dit souvent quand ils nous appellent les ados, bah, c'est souvent qu'on est leur dernier secours. Enfin, ils ont l'impression d'avoir épuisé toutes les solutions et ils appellent.
quasiment pas avant de passer à l'acte, mais avant de penser que des idées noires viennent germer dans leur tête. Donc, on voit bien que demander de l'aide, c'est déjà aller très très loin en fait dans le mal-être. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est dû à une inconscience de la part des adultes qui ne se rendent pas compte de l'impact et de tout ce secret, on va dire, des adolescents qui essaient de minimiser la chose tant bien que mal, effectivement. J'ai envie de dire, Internet, en quelque sorte, c'est à la fois l'arme des harceleurs, mais aujourd'hui, c'est aussi la solution pour les harcelés. Grâce à des applications comme Bodyguard. J'avais envie d'avoir l'avis de Charles et votre avis à tous les trois d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une plateforme, un réseau social qui est plus virulent que d'autres ou au niveau statistique, je ne sais pas si des statistiques sont tenues, ils sont tous à équivalence? Alors, c'est très marrant parce on modère Brut depuis maintenant une semaine, nous. Donc avant ça, on n'avait pas de statistiques sur Facebook. On n'avait que des statistiques sur Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, etc. Et ça fait une semaine qu'on modère Brut sur Facebook. On a modéré l'interview du président hier. Et c'est Facebook où il y a le plus de haine. Je peux vous l'assurer que c'est Facebook et de très loin. Mais c'est pas les mêmes types de haine et c'est pas les mêmes personnes qui l'envoient. Alors je vais m'excuser pour les propos que je vais tenir juste maintenant. Facebook maintenant est utilisé que par les vieux et ils sont beaucoup plus virulents, beaucoup plus virulents et c'est un vrai problème. Donc pour moi il faut diviser la chose. Finalement la haine en deux catégories. On a d'un côté le cyberharcèlement, donc des contenus haineux destinés à des contenus haineux destinés à une personne en particulier. Et on a de l'autre côté les discours de haine qui sont des contenus haineux destinés à un groupe de personnes de par leur religion, leur couleur de peau, etc. Et il y a également deux types de cyberharceleurs ou cyberharcelés, et il y a deux types de personnes qui reçoivent ou envoient des cyberviolences, des contenus type discours de haine sur Internet. On a d'un côté les jeunes, et là, on a plus un phénomène de cyberharcèlement et de cyberviolence sur des plateformes comme TikTok, Snapchat, YouTube et pas trop Twitter. Donc, c'est vraiment sur ces trois plateformes-là. Et de l'autre côté, on a des phénomènes plus de discours de haine qui sont propagés par des personnes plus âgées. Je rigolais en les appelant des vieux parce que je fais référence à mes parents quoi, qui sont là-dessus. Mais ça fait petit con, je vous l'accorde. Mais sur Facebook, on a plus ces phénomènes-là de discours de haine propagés par un autre type de personnes qui sont totalement débridées et qui utilisent ça vraiment comme un pur défouloir. Et il y a également beaucoup de jalousie. Je suis entièrement d'accord avec Justine là-dessus. C'est pour ça que je dis que d'un côté, on a le groupe enfant, le groupe adolescent qu'on peut sauver avec l'éducation, la technologie et tout ce que je disais tout à l'heure, avec l'association technologique et éducation et association. Mais de l'autre côté, on a ce groupe de personnes qui sont en train d'apparaître depuis maintenant 3-4 ans et qui sont incontrôlables, et c'est pas en supprimant un commentaire qu'on va résoudre le problème. Bien au contraire, soit on va juste les faire migrer vers une autre plateforme qui est encore moins modérée et le problème s'empire, soit ça les énerve encore plus. Donc là, à la limite, j'ai envie de dire que le seul moyen de gérer ça, c'est par uniquement le côté technologique, proposer une technologie, et également le côté, on va dire peut-être légal de la chose. C'est-à-dire qu'il y a certains propos qui sont clairement illégaux et qui méritent clairement des condamnations. Et c'est encore une fois un autre sujet, ne parlons pas de ce sujet-là. Mais en gros, sur Twitter, YouTube, on parle ici d'à peu près de 1 à 2% de haine, c'est-à-dire 2 contenus haineux sur 100 commentaires. Et sur YouTube, on est sur Facebook, on est plus sur du 8%. Donc nous, avec l'application mobile, on observe du 2% sur nos plateformes où on est. Par contre, sur Facebook, là où on protège des entreprises comme Brut, on est sur du 8%. Donc c'est Facebook où il y a le plus de haine. Ok. Alors qu'on pourrait penser que c'était Twitter. C'est ce que je pensais exactement. Ouais, tout à fait. Moi, j'abonde dans le sens de Charles. Alors qu'on est une plateforme qui reçoit théoriquement quand même beaucoup de problèmes que vivent les jeunes, ça reste quand même Facebook. Alors qu'évidemment, il est quasiment plus utilisé par les jeunes, à part Messenger, la messagerie, mais le réseau social, ils y sont pas. Ce sont les boomers, si on veut être moins agressif que Charles. On va appeler ça des boomers plutôt que des vieux qui y sont. Mais c'est vrai que néanmoins, c'est sur Facebook qu'on a le plus de signalements malgré tout, parce que c'est quand même un lieu effectivement totalement décomplexé de propos haineux. En plus, c'est quand même encore un lieu où on
parle beaucoup, mais pas comme Twitter, donc c'est pas réservé malgré tout, voilà, à une population de gens qui savent utiliser les médias d'une façon ou d'une autre en réalité, que ça soit pour leur propre communication ou parce qu'ils s'y travaillent. Je caricature exprès un peu, hein, mais c'est un peu ça quand même les profils. C'est vrai que sur Facebook, il y a enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est quand même un lieu de manipulation de la démocratie et des élections. Hein. C'est aussi à ça que ça sert, parce que c'est vrai qu'il reste quand même le plus utilisé à l'échelle du monde, parce qu'il a l'historique, l'ancienneté, donc il a agrégé. Et puis c'est vrai que c'est une génération qui quand même n'a pas les clés du réseau social. Enfin, je veux dire, qui n'est pas du tout en fait, voilà, qui connaît pas les codes, parce que il faut pas non plus donner à voir aux boomers et aux adultes que les ados seraient une population complètement décomplexée, haineuse et qui ferait n'importe quoi. C'est pas vrai, parce que d'abord c'est eux qui subissent au quotidien éventuellement le cyberharcèlement et la haine, et qu'en réalité ils sont les premiers à vouloir que ça cesse. Ils ont pas envie d'être dans des environnements aussi violents, aussi agressifs, parce que eux, leur vie effectivement, comme tu l'as très bien dit Benjamin, elle est numérique. C'est même plus un sujet, je veux dire, tout ce qu'ils font dans leur vie a une dimension digitale, numérique, etc. Tout, y compris leur vie affective, leur vie amoureuse, leur vie sexuelle. C'est pour ça d'ailleurs les pauvres qui leur arrivent aussi plein de problèmes liés à ça, etc. Mais d'ailleurs, parler du numérique comme d'un truc à part, ça c'est très boomer, c'est très effectivement, eux ils ne comprennent même pas qu'on dit cyberharcèlement ou harcèlement. Ça n'a pas de sens. Ces mots cyber qu'on met avant les choses, c'est complètement artificiel. La vie est numérique, oui, et oui, bien sûr, évidemment. Et donc voilà, donc ils ont pas du tout envie d'être dans des lieux comme ça d'agressivité, de violence, de haine. En plus, ils sont quand même à un niveau de tolérance, heureusement, beaucoup plus faible que nous, à notre génération, sur tout ce qui est discrimination. Enfin, au contraire, c'est une génération qui est porteuse quand même pas mal de, je trouve, d'espoir et par rapport à ça. Donc, on a envie plutôt de leur donner le pouvoir sur ce nouveau réseau, ces nouvelles plateformes, de leur donner des outils comme Bodyguard pour qu'ils puissent effectivement inciter et dire, il y en a marre de voir ces contenus, il y en a marre de voir ce type de contenu, de propos, etc. circuler. Que font les plateformes, que font effectivement ces acteurs du numérique, ces propriétaires de ces tuyaux dans lesquels qu'on utilise pour échanger entre nous? Que font-ils? C'est pourquoi ils laissent passer tout ça. Nous, on n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie, etc. Et c'est vrai qu'il y a quand même, parce qu'on parlait des parents, et évidemment ils ont leur responsabilité, mais les pauvres ils font ce qu'ils peuvent avec le fait qu'ils n'ont pas de repères par rapport à ça, parce qu'un parent d'aujourd'hui n'avait pas internet à 14 ou 15 ans, donc il a beau faire plein d'efforts, il peut absolument pas s'imaginer ce que c'est que d'avoir 14 ans aujourd'hui sur TikTok. En revanche, les plateformes elles le savent puisque c'est elles qui le créent. Et en plus, elles ont un modèle économique qui fait qu'elles fonctionnent d'autant mieux qu'il y a des fake news, qu'il y a de la nudité, qu'il y a de la violence, qu'il y a des choses comme ça, parce que c'est ce qui fonctionne et c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc elles ont une vraie responsabilité. Je travaille avec elles aussi et elles font plein d'efforts et je suis très je suis pas ingrate à leur égard, mais néanmoins, effectivement, elles ont aussi une responsabilité. Et que maintenant, je pense qu'il est acquis qu'il faut qu'elles mettent en place et en acte. Et du coup, je crois à la pression, voilà, comme aux États-Unis, des consommateurs, hein, donc des utilisateurs que sont les jeunes aujourd'hui, pour leur demander de le faire et effectivement, quitte éventuellement peut-être un jour à migrer effectivement ou à les quitter pour celles qui seront trop tolérantes avec ce type de contenu. Voilà, c'était mon coup de gueule. Après, j'arrête. On va repartir. J'adore. Non, mais tu as bien raison, t'as bien raison. Et j'en profite, tu vas parler d'outils. Est-ce que tu penses qu'il y aurait, vous pensez, tous les trois, on pourrait avoir des outils similaires à Bodyguard pour lutter et réduire drastiquement cette cyberviolence? Quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place aujourd'hui, conjointement à Bodyguard? Quelque chose, vraiment le truc qui pourrait drastiquement faciliter l'accès et la signalisation des cyberviolences. C'est ça, ouais, tu l'as déjà, je vais laisser Charles parler pour Bodyguard parce qu'évidemment sa solution, on aimerait qu'elle soit adoptée partout, parce qu'en fait, on aimerait que tous les utilisateurs puisqu'on est obligé d'attendre la réactivité des réseaux sociaux, au moins qu'on ait une maîtrise plus fine et plus personnalisable tous, effectivement, de ce qu'on voit et de ce qu'on reçoit sur ces outils-là, ça c'est évident. Maintenant, il faut pas non plus croire qu'il n'existe rien. Le problème, c'est qu'il existe plein de choses qui sont pas appliquées. Donc déjà, si tout ce qui est d'un point de vue légal, toutes les contraintes, toutes les lois, c'était appliqué vraiment tout le temps, de façon systématique, ça irait déjà beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'il y a une forme de tolérance, y compris des pouvoirs publics et de la police. Après, les pauvres, ils ont pas de moyens aussi. Enfin, tout ça, c'est en fait un problème très global, mais bon, qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu laissé faire, il y a peu de pression sur les réseaux sociaux liés à ça. Et puis, on en revient toujours à la question.
à quoi ressemble leur modération. Parce que le nerf de la guerre sur Internet, quand on a un outil de communication, que ça soit cette plateforme sur laquelle on parle aujourd'hui, une messagerie, un réseau social, n'importe quoi, c'est la modération. On peut pas aujourd'hui créer un outil de communication entre les gens sans prévoir de la modération. Or, pour la plupart de ces plateformes, quand elles naissent au départ, elles en ont quasiment pas. Effectivement. Et après, quand elles deviennent très connues et très utilisées, elles sont obligées d'en mettre un peu. Mais on n'a aucune transparence là-dessus. On ne sait pas combien il y a de modérateurs, où ils sont, qui c'est, combien de pourcentage du chiffre d'affaires est dépensé dans la modération, etc. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils disent, il y a trop de contenu, on n'arrive pas à les modérer. Mettez les moyens pour les modérer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mettez les moyens, c'est tout. Vous en avez des moyens, c'est théorique, a priori. Donc voilà. Donc c'est vrai que la modération et donc des outils comme Bodyguard sont quand même aujourd'hui le nerf de la guerre. Ouais. Je me permets juste, excusez-moi, je fais juste une petite parenthèse. On vient de dépasser les 35 000 € de dons. Félicitations à toutes et à tous. Merci énormément. On a réalisé un 7e vœu d'enfants gravement malades. J'en profite de même de cette petite prise de parole. Là, il nous reste 15 minutes. J'en profite pour dire que tous les t-shirts achetés sur notre boutique partenaire Isbac, tous les bénéfices des t-shirts seront reversés à l'association e-enfance jusqu'à 19h. Donc c'est maintenant qu'il faut acheter des t-shirts si vous voulez soutenir e-enfance. C'est maintenant, les bénéfices seront reversés à e-enfance. Je laisse la parole à Charles. Merci. Oui, je disais, Justine a tout à fait raison et je pense que c'est bien défoulé, elle en a besoin. Ce qui m'énerve, c'est que les plateformes disent ça à des personnes non techniques et ils disent c'est pas possible, machin, on n'y arrive pas. Alors que quand moi je regarde plus la chose d'un point de vue technologique, c'est possible. Il y a pas de choses impossibles. C'est possible, c'est tout à fait faisable d'un point de vue technique. Alors oui, c'est pas un taux de 100% de détection, mais on pourrait très facilement retirer 90 à 95% des contenus haineux déjà présents sur les plateformes. C'est ce qu'on arrive à faire nous chez Bodyguard, et le statistique, il est ce chiffre-là, il n'est pas sorti de nulle part. C'est quelque chose qu'on mesure nous tous les jours. Donc, pourquoi une petite boîte de 10 personnes à Nice arrive à faire ça et pas des gros groupes comme ça? Donc, il y a d'autres questions peut-être derrière, mais en tout cas, d'un point de vue technique, c'est possible. Ça, je tiens vraiment à l'assurer. Alors après, vis-à-vis des solutions disponibles, il y a des plateformes comme Twitch, YouTube, TikTok qui mettent déjà en place des filtres technologiques où c'est des boutons qui sont généralement un petit peu loin dans les paramètres et c'est des boutons uniquement on/off. Derrière, on ne sait pas ce qu'il y a et on peut pas le personnaliser. Mais à la limite, quand il s'agit de protéger les enfants, c'est pas grave. Si c'est d'un enfant de 8 ans, on s'en fiche. L'on/off, s'il marche, c'est très bien et derrière, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'invite tout le monde déjà à utiliser ces solutions-là. Et je présente Bodyguard comme une solution complémentaire. C'est-à-dire que les solutions proposées par ces plateformes-là, c'est des solutions qui marchent très bien avec les insultes très classiques. Malheureusement, la haine en ligne, le cyberharcèlement, ce ne sont plus que des insultes. Aller sur Facebook, c'est bon, le mec qui insulte quelqu'un d'autre ou un article, ça ne se fait plus. Ils ont compris que les filtres détectaient tout ça. Maintenant, c'est des tournures bien c'est des contenus haineux qui utilisent finalement des mots courants qui, si on les prend un par un, ne sont pas forcément violents. Donc c'est pour ça que je présente Bodyguard comme un outil complémentaire. L'avantage de Bodyguard, c'est que nous, on essaie de mettre à jour la technologie quotidiennement avec l'avancée des façons dont la haine en ligne évolue tous les jours. Donc voilà, moi mon conseil, c'est utiliser les solutions mises à disposition des plateformes, utiliser Bodyguard, les deux sont complémentaires. Depuis le début, on a un discours quand même assez alarmant et qui peut faire peur, mais moi, j'ai quand même à la base créé Bodyguard également pour inciter les gens à créer du contenu, parce que comme l'a très bien dit David et Justine, maintenant, notre génération, tout se fait en ligne, toute la création, tout le talent s'expose en ligne, et je ne veux pas que la haine en ligne entraîne l'autocensure, et que des gens n'osent plus s'exprimer, n'osent plus s'exposer publiquement sur Internet, sur YouTube, de peur de se faire insulter. Donc on a un discours alarmant qui est cohérent, qui est la vérité, mais derrière, il faut avoir un discours, je pense, également positif, en disant, il y a des solutions, David l'a très bien dit, il y a des solutions, il y a des solutions technologiques, il y a des solutions associatives, il y a des solutions humaines avec Let Écoute, avec Justine Atlan qui sont exceptionnelles. Il faut combiner les deux et comme ça on va s'en sortir. Mais derrière, je pense qu'il ne faut pas avoir peur.
Il ne faut pas avoir peur, Exactement. c'est donner raison à tout ça. Donc des solutions existent. Nous, de notre côté, on va essayer d'améliorer, on améliore constamment la technologie. Actuellement, on est à peu près 90% de contenu haineux détecté en français. Sur de l'anglais, on est à peu près à 85%. On va continuer à le faire, on va continuer à faire pression sur les plateformes parce que tant que le besoin sera là, on sera là. Et on va s'associer avec Justine pour faire pression justement là-dessus parce que elles peuvent le faire. Elles peuvent le faire et je ne comprends pas quel est le problème derrière et pourquoi elles ne le font pas. C'est un autre sujet, mais voilà, ce serait bien de terminer sur une note un petit peu positive pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu C'est ma chaîne as négative en bien ce raison. moment. Et David, s'il te plaît, est-ce que toi, tu as aussi des solutions à proposer, des idées et par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, à notre échelle aussi, pour aider tout ça? Je pense qu'il y a 3 échelles. Justine l'a bien dit, en fait, ces plateformes, elles profitent, leur business model est fondé sur la polarisation et la conflictualité. Tous ces clashs, toutes ces insultes, ça génère du temps passé dessus et eux, ça leur permet de nous vendre des encarts publicitaires. Et si Absolument. une application comme Bodyguard existe, ça prouve qu'en fait, ces plateformes, Twitter, Facebook, etc., auraient pu réfléchir à améliorer leur interface et à faire intervenir des boutons pour modérer davantage, pour protéger la présomption d'innocence, ce qui est pas, c'est un pilier de notre état de droit, il n'est pas du tout présent sur les réseaux sociaux. Twitter, on voit qu'il a un peu évolué là aujourd'hui. On peut faire en sorte que les personnes qui nous répondent, ce soit que des personnes que l'on suit. Enfin, il y a ils sont en train d'évoluer, mais il a fallu attendre qu'une une application comme Bodyguard et que des institutions comme e-enfance, etc., se mobilisent. Mais donc, je pense que déjà, il faut qu'ils revoient leur feuille de route. La deuxième chose, c'est que les pouvoirs publics doivent prendre davantage en compte toutes les questions qu'on a évoquées aujourd'hui, donnent davantage de moyens à une plateforme comme e-enfance et NetÉcoute, et il faut que Éric Dupond-Moretti, donc le garde des Sceaux, a annoncé la création d'un parquet de la cyberhaine en janvier 2021. Il y a une plateforme en France qui s'appelle Pharos, qui est une Oui, plateforme de signalement. On peut chacun signaler des contenus haineux. Il se trouve que derrière cette plateforme Pharos, il n'y a que 28 gendarmes pour l'instant. Et ils ont à peu près 200 000 signalements par an. Donc on oui, voit qu'il y a une c'est ingérable. disproportion entre les requêtes qui lui sont adressées et derrière les moyens. Donc il y a un manque de moyens de la part de la justice, des moyens humains, financiers, procéduraux, pour faire face à l'instantanéité des réseaux. Et de la même manière, il y a beaucoup de gens en fait qui expriment leur colère en ligne. Et cette colère, on doit l'écouter, on ne doit pas la mettre sous cloche. Et je suis d'accord avec Charles, dire oui, attendez, ils font chier, on va couper Internet. Non, c'est pas ça. Il faut écouter cette. Et il y a beaucoup de gens qui se sentent en colère, pas représentés, etc. Et qui s'expriment sur les réseaux de manière un peu furieuse. Oui, Tant que la justice sera lente et ne répondra pas à toutes ces attentes aussi de ces minorités actives, eh ben, il y aura une disproportion et beaucoup de procès se tiendront sur les réseaux sociaux. Et le dernier point, je pense que, mais on l'a un peu illustré, c'est qu'on a tous les moyens, à notre petit niveau, de changer en fait de paradigme. Moi, il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Marion Seclin. Elle s'est dite championne de France de cyberharcèlement parce qu'elle avait fait une vidéo pour sensibiliser les gens sur le harcèlement de rue. Et il se trouve qu'elle a reçu des dizaines, des centaines de milliers de messages et d'insultes. Elle a tourné ça un peu en dérision et elle a dit, ben, plutôt que m'apesantir sur la cyber-haine que j'ai reçue et qui m'a traumatisé, et d'ailleurs elle a perdu même des soutiens financiers, elle a été victime, et en oui, plus il y a des marques qui l'ont abandonnée. C'est ça ce oui, qui est tout à fait. totalement dingue. Elle a dit, ben, en fait, moi ce que je vois, c'est qu'on peut tous changer, et le remède à tout ça, ce que j'ai envie de faire, c'est plaider pour la cyberamour, enfin pour le cyberamour. Alors, on peut dire c'est naïf, c'est un peu fleur bleue, mais en fait on a tous les moyens d'exprimer notre empathie sur Internet, d'exprimer comme, bah, par exemple, je regarde une vidéo d'un tel, je trouve ça bien, bah, plutôt que de rien dire, bah, de le dire. En fait, d'exprimer et de faire en sorte que les vagues de haine, d'empathie, de compassion pour les gens soient plus fortes. Parce que c'est souvent effectivement des gens frustrés, en colère, qui vont s'exprimer, mais on peut tous, à notre petite échelle, prendre prendre l'habitude d'exprimer Ouais, notre amour sur Internet. Et si on peut tous, je pense que là, on peut tous participer à ce changement de paradigme et comprendre aussi, bah là, c'est un peu l'objectif de mon livre, mais c'est que un commentaire, ça peut paraître inoffensif, mais en fait, une somme de commentaires, ça assomme et ça terrorise la personne. Et on se rend pas toujours compte qu'on participe à un cyberharcèlement.
Mais en fait, lorsque une personne est prise en cible, enfin sur Twitter, parce que moi je trouve que Twitter ça ressemble beaucoup à un film qui s'appelle Battle Royale. On voit dans les trending topics les cibles du jour. Et en fait, oh tiens, bah il y a, je sais pas, tel artiste qui a fait une vidéo qui est pas terrible. Ah bah tiens, moi aussi je vais me lâcher sur lui. Bah en fait, en se lâchant, on a l'impression que c'est inoffensif. Mais s'il y a 10 000 personnes qui font la même chose, et bah la personne en face, elle subit un véritable mise au pilori et elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Et je parle par exemple dans mon livre d'une icône, une chanteuse grande pop aux États-Unis qui s'appelle Taylor Swift. On peut penser Taylor Swift, elle fait écouter, enfin elle est écoutée des millions de fois sur Internet, c'est une superstar planétaire, mais elle a dit elle-même, en fait, quand on est victime de lynchage en ligne, cyberharcèlement, bah, même pour une star comme moi, en fait, bah, ça atteint au plus profond et ça peut traumatiser. C'est une forme de destitution narcissique parce qu'on a l'impression qu'on est nu face à cette foule en colère et qu'on n'a pas d'échappatoire. Donc ça peut toucher même des gens qu'on pense inatteignables. Et je pense qu'on peut tous s'abstenir de participer à des lynchages en ligne et de rajouter une petite pierre à quelqu'un qui est en train de se faire lyncher. Il y a le côté public aussi. C'est des contenus qui sont publics. Donc c'est un harcèlement qu'on voit publiquement. Ça rajoute un peu le... Ouais. Il nous reste 5 minutes ensemble. Je vais passer très rapidement aux questions du chat. Première question, pourquoi est-ce que Charles ne se charge pas d'outsourcer Pharos? J'ai souvent cette demande de est-ce qu'on signale directement les contenus ou est-ce qu'on peut directement envoyer les contenus, mais malheureusement, je vais rentrer un peu dans un terme technique, mais Pharos ou les plateformes n'ont pas d'API qui nous permettent de signaler un contenu. Ils nous permettent de supprimer le contenu, mais pas de le signaler. Alors il y a des associations, enfin je pense que e-enfance et NetÉcoute ont un signalement prioritaire, donc mais ça reste quand même de l'humain. Nous on aimerait bien pouvoir envoyer directement via une transmission automatique le contenu, ou les contenus où on est sûr que c'est du racisme de sévérité très élevée, où on a une certitude à 100% que c'est bien haineux. Donc en fait pour des raisons techniques on ne peut pas le faire, et j'aimerais que ça change. J'aimerais vraiment que ça change et que c'est bien beau, nous on supprime des contenus, on bannit des gens, des cyberharceleurs, on bannit des gens qui propagent du racisme, des menaces de mort, etc. Mais j'aimerais bien que leur compte soit banni. Au bout, bien sûr, d'un certain nombre de contenus. Hein. Je dis pas de bannir un mec qui va dire t'es un avec une insulte après. Mais les pires contenus, ce serait bien de bannir immédiatement la personne. À un moment donné, il faut avoir une réponse forte. Il faut que la peur change de camp. C'est pas possible que la peur soit du côté des gens cyberharcelés. Il faut que ça change de camp. Il faut que les mêmes personnes sur Facebook qui propagent la haine aient peur de se prendre une amende de 200 € parce que c'est pas possible. J'ai encore vu hier des contenus et j'en vois toutes les 10 minutes sur Brut. C'est pas possible que ces gens ne soient pas condamnés. J'étais déjà énervé. Oui, mais c'est le travail est à faire par les plateformes quand même, parce que Pharos, il faut pas trop en attendre non plus. D'abord, comme l'a très bien dit David, ils sont débordés et ils ont absolument pas les moyens de traiter, sachant qu'ils traitent pas du tout que de ça. Hein. Ils traitent des escroqueries en ligne, ils traitent des contenus pédopornographiques, ils traitent du terrorisme, enfin, ils traitent de plein de choses. Donc, ils ont pas les moyens aujourd'hui de tout traiter. Donc, ils sont pas forcément demandeurs non plus d'être débordés de signalements. Deuxième chose, le cyberharcèlement, ils ne traitent que quand c'est public, hein, de la haine en ligne, que quand c'est sur un lieu public. Donc, tout ce qui est dans les messageries, Pharos ne traite pas. Tout ce qui est nommé comme privé, Pharos ne le traite pas. Et en plus, Pharos, ça va être du temps derrière parce qu'il faut mener une enquête, il faut ouvrir, etc. Donc, ça a de l'intérêt si on veut faire condamner des auteurs, ça a de l'intérêt pour lever de l'anonymat, mais ça ne rattrape pas, comme l'a dit David, la question de la viralité, qui est que les seuls qui peuvent supprimer tout de suite et faire en sorte que ça s'arrête, ce sont les plateformes. C'est elles qui ont la main. Et donc, effectivement, ça, il faut dire aussi à tout le monde le premier réflexe à avoir pour tout le monde quand on est témoin, c'est de signaler sur la plateforme elle-même. Et effectivement, si on les inonde de signalements sur des contenus, à un moment, ils doivent pouvoir agir. Pharos, c'est une deuxième couche, mais effectivement, il faut pas non plus les pauvres attendre tous deux. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et encore une fois, il y a aussi des domaines qui leur échappent. C'est vrai. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir envoyer le contenu en priorité aux plateformes pour qu'ils bannissent le compte eux-mêmes, quoi, avec un statut de flagueur prioritaire au nous, voilà. C'est pour ça qu'on va travailler ensemble, Charles. Très rapidement, dernière question. David a parlé de 200 000 requêtes, mais on ne connaît pas le nombre de doublons, non? Alors là, je sais pas du tout. C'était des chiffres qui avaient été rendus publics dans un rapport sénatorial, je crois. Mais effectivement, je sais pas s'il y a eu des doublons ou non. Mais on voit bien qu'il y a une disproportion entre le nombre de gendarmes qui sont affiliés qui sont alloués plutôt à Pharos et puis le nombre de signalements qui leur est adressé. Mais c'est un peu pareil dans toute
En fait, la justice est malheureusement submergée et c'est bien qu'il y ait ce parquet de la cyber-haine qui a été créé, qui soit créé. Après, on peut pas en fait totalement dépendre de ces entreprises privées qui relèvent du droit américain. Donc c'est pour ça que la justice française doit décider. On peut pas parce que eux, ils n'ont pas du tout la même vision de la liberté d'expression que nous. Aux États-Unis, vous pouvez trouver sur eBay des t-shirts avec des croix du Troisième Reich. Pour eux, ils ont une vision très très large de la liberté d'expression qui n'est pas du tout le cas en France. Et donc, certes, mais ils opèrent en France et quand ils sont en .fr, ils sont obligés de respecter la loi française. Et on serait même limite en droit de les fermer en France s'ils ne respectent pas la loi française. Donc, il y a quand même un. Donc, ce que je voudrais, c'est que la justice française soit plus impactante par rapport à eux. Et là, c'est vrai que la justice française est assez démunie. Mais eux, ils ont tendance, en fait, quand on leur demande d'allouer des moyens, à se baser sur des algorithmes et du coup à surcensurer, c'est ce que disait un peu Charles tout à l'heure, à surcensurer des contenus et pas faire le distinguo entre un contenu qui est tout à fait licite. Et donc en fait, malheureusement, comme ce sont des entreprises qui pensent qu'à faire du blé, enfin, faut le dire comme tel. Ce sont des entreprises, mais c'est normal que ce sont des entreprises. Bien sûr. On va demander autre chose. Mais du coup, c'est pas à eux de porter tout seul. Il faut de la contrainte de l'État qui, lui, pense à l'intérêt général. Eux, ils n'ont pas à penser à l'intérêt général. Ce sont des entreprises, même si ils s'affichent devant tout le monde comme étant des sauveurs de l'humanité, des facilitateurs de la communication. Voilà, c'est ça la promesse, c'est la grande promesse d'Internet. Sauf que, effectivement, ce sont des acteurs privés qui sont des entreprises commerciales et dont la priorité, et c'est normal, est de faire du profit. Donc, effectivement, on peut pas leur demander à eux. Sinon, on leur donne un pouvoir énorme, d'ailleurs, d'être des structures politiques avec effectivement des teneurs. Alors c'est vrai qu'ils ont un pouvoir tel que de facto ils l'ont, mais comme quoi ils ont besoin de contraintes et de cadres légaux et effectivement d'État, de gouvernement, de justice et autres pour les obliger à respecter la liberté d'expression chez nous en France et son cadre et ses limites effectivement. Bien sûr. On me dit à la régie qu'on a encore un petit peu de temps, donc c'est tant mieux parce que c'est très intéressant. On est à 35 470 € à la cagnotte. Félicitations encore à tout le monde, merci énormément. J'avais vu un message tout à l'heure dans le chat. Je suis d'accord que Bodyguard peut être intéressant. La modération via l'humain est faillible et peut laisser passer des contenus, principalement face au spam ou aux langues étrangères. Effectivement, ça rejoint ce que David disait par rapport au rapport qu'on a entre le nombre de harcèlement en ligne et le nombre de personnes qui peut gérer ça, qui est attribué à gérer ça, c'est indécent, c'est complètement ingérable. Alors du coup, est-ce que effectivement une solution plus viable serait une intelligence artificielle? Est-ce que c'est moins faillible? Est-ce qu'il faudrait peut-être solliciter plus de personnes? L'intelligence artificielle, c'est ce qui existe déjà. Oui, mais déjà. Massivement. Ce serait intéressant de détailler ce qu'est une intelligence artificielle parce que ce mot est utilisé de manière un peu tout le temps. L'avantage de ces Moi, je parle de technologie, c'est mieux, mais l'avantage de ces technologies-là, c'est vrai que ça permet la scalabilité. La scalabilité, c'est de pouvoir traiter un nombre de contenus, que ce soit 10 ou 10 milliards de contenus, comme c'est traité par une machine, c'est du temps réel. Là où un humain peut vite être dépassé par le nombre de contenus, il y a la notion de langue, la notion de contexte qui est compliquée. Donc ça, c'est aussi un des avantages de la technologie. Et en fait, derrière intelligence artificielle, on entend machine learning ou deep learning. Du machine learning, pour essayer de vulgariser très rapidement, je pense que ça peut être intéressant. C'est quoi? On va mettre dans un dossier de commentaires haineux. Il y a un dossier qu'on va appeler commentaires haineux. On va envoyer tous les commentaires haineux qu'on a classifiés, c'est-à-dire qui ont été supprimés par un humain, ou ça a été vérifié par un humain comme bien haineux. On va mettre un deuxième dossier commentaires neutres, où là on va envoyer des commentaires qui sont neutres, qui ont eux également été vérifiés par un humain. On va prendre ces deux dossiers, les envoyer dans une machine. Cette machine va regarder tous les contenus qui sont dans le dossier commentaires haineux, regarder les mots à l'intérieur de ces commentaires et dire bon bah d'accord, ça il y a ce mot-là qui revient régulièrement, ça je le vois régulièrement dans le groupe des commentaires haineux. Il va faire pareil avec les commentaires neutres. Il va dire bon bah ce genre de texte, ce genre de contenu, ce genre de mots, je l'ai souvent vu dans les commentaires haineux. Il va travailler, il va réfléchir et en sortie, il va donner ce qu'on appelle un modèle de machine learning. C'est un gros fichier d'1 giga, tout simplement. Ce gros fichier de 1 ou 2 gigas, on va le mettre sur un serveur et on va lui envoyer un nouveau contenu. Et ce nouveau contenu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'analyser, il va regarder les mots, et en fonction des mots présents,
il va faire ce qu'on appelle une analyse statistique. Et en fonction des mots présents dans le nouveau contenu, il va voir, avec un système matriciel, mais là ça devient technique, il va voir s'il a plus souvent vu ces mots-là dans le groupe de commentaires haineux ou dans le groupe de commentaires neutres. Et donc, en sortie de l'analyse, il va dire, avec les mots qu'il y a dans ce commentaire, j'estime que le contenu est haineux à 80%. C'est tout ce qu'on sait. Il y a eu simplement une probabilité en sortie. Et en fait, le problème de ça, c'est que le moindre mot un petit peu violent va influer la décision de la technologie, de machine learning. C'est-à-dire que si vous dites t'es putain de belle aujourd'hui, le machine learning va dire ça c'est haineux. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot putain qui prend 20% de la place, et le mot putain, je l'ai souvent vu dans le groupe des commentaires haineux, dans le dossier des commentaires haineux, et beaucoup moins dans le dossier des commentaires neutres. Et donc c'est comme ça qu'on fait un faux positif. Et c'est pour ça que ces technologies-là, comme l'a dit David, créent énormément de faux positifs. C'est parce qu'il n'y a pas d'analyse contextuelle, il n'y a pas d'intelligence. C'est simplement des probabilités. Donc le problème de ces machines-là, c'est que imaginons qu'il y a un nouveau mot qui sort comme covidio, qui soit une nouvelle façon de propager le cyberharcèlement, ou le mot chouin qu'il y a eu récemment avec une chanson de Caris. Pour que ces technologies-là se mettent à nouveau à détecter ces contenus haineux, il faut reclassifier des commentaires grâce à des humains, des commentaires haineux qui contiennent le mot, des commentaires non haineux qui contiennent le mot, les mettre dans ces dossiers-là, renvoyer les dossiers dans les machines, réentraîner les modèles, et tout ça, ça prend 6 mois. C'est pour ça que ce genre de technologies ne sont pas viables, parce que c'est des technologies qui font beaucoup de faux positifs, qui sont pas personnalisables, qui ne font pas d'analyse contextuelle, qui sont très longues à mettre à jour. Mais par contre, l'avantage qu'ont ces technologies-là, c'est que quand vous avez des milliards de contenus déjà à votre disposition qui sont classifiés, quand vous avez les meilleurs ingénieurs à votre disposition, quand vous avez une armée de modérateurs humains, c'est la solution la plus rapide à mettre en place pour satisfaire les gouvernements, si je peux dire. Donc du coup, Facebook et Twitter, ils ont dit quoi? Ils ont dit nous on a 10 milliards de commentaires haineux, on a 10 milliards de commentaires neutres, on a les meilleurs ingénieurs machine learning du monde, et c'est la vérité, on va faire comme ça. Et on va mettre la technologie. Avec cette technologie-là, on va analyser les contenus, et tous les contenus qu'on va détecter comme haineux, on va les envoyer à une review humaine, et on va les envoyer à une vérification de nos modérateurs humains, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Alors ok, ça va nous coûter un petit peu plus cher, mais on va rapidement développer une technologie en plusieurs langues parce qu'on a déjà ces contenus-là. Donc c'est un peu la solution de facilité, mais c'est pas la solution d'avenir sur la modération. C'est pour ça que le fonctionnement de Bodyguard est totalement différent et qu'on n'utilise pas de machine learning ou de machine learning, parce que ce n'est pas l'avenir. L'avenir de la modération automatique et autonome n'est pas dans ce genre de technologie. Ce sont des technologies qui, pour la modération textuelle, n'est pas automatique et autonome et n'est pas la solution. Par contre, pour les images, le machine learning est exceptionnel. Désolé, je pourrais en parler pendant 2 heures. On pourra, si vous voulez, faire un deuxième talk demain, mais c'est important de comprendre. C'est important de comprendre, au lieu de taper forcément systématiquement sur ces plateformes-là, c'est important de comprendre les limites, ce qu'ils peuvent faire et pourquoi ils ont fait ces choix-là. Donc voilà. Alors, pardon, il y avait une autre intervention, je voulais pas couper. Non, c'est bon. C'était bon. Autant pour moi. J'avais dans le chat une question. Alors, ça y est, le chat est familier avec toi maintenant, Charles. Une fois que tu as traduit chouin, tu es probablement pas obligé de réentraîner ton modèle puisque tu connais déjà sa signification, non? Une fois que tu as traduit, alors ça, oui, alors on peut encore une fois utiliser un exemple. Dictionnaires. Ouais, enfin, c'est une question pour moi, pour Bodyguard, pour ma technologie, ou alors pour la... Oui, tout à fait. D'accord, oui, d'accord. Alors nous, on utilise une technologie qui est un peu différente. C'est une technologie entièrement maison, qui est propriétaire, qu'on a développée nous. Comment fonctionne Bodyguard? Très rapidement, on reçoit un commentaire à analyser, on va le nettoyer, on va retirer les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, on va convertir le langage SMS, on va récupérer les mots qui sont censurés avec des astérix. Et une fois qu'on a bien nettoyé le commentaire, on va regarder dans ces commentaires-là les mots ou les groupes de mots qui sont potentiellement problématiques, comme des insultes, des moqueries, des menaces de mort, tout ça. Une fois qu'on a repéré ces groupes de mots-là, on va faire de l'analyse contextuelle. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe avant et après ce groupe de mots, ce qui nous permet de comprendre à qui est destiné le contenu haineux. Et une fois qu'on a ça, en fait, avec Bodyguard, on a une analyse très détaillée qui nous dit j'ai trouvé une insulte de telle sévérité destinée à telle personne. Et on regarde en fonction des règles des modérations de nos utilisateurs ou de nos clients, et en fonction, si ça match, on retire le contenu ou non. Derrière la technologie, tous ces groupes de mots et ces contextes, pour vulgariser encore très fort, c'est des structures, on va dire, qui sont renseignées quotidiennement par des experts NLP.
des experts natural language processing ou traitement du langage humain. Donc c'est pour ça qu'on est capable de mettre à jour notre technologie tous les jours et que dès que le mot par exemple chouin est sorti, on l'a assimilé au mot PUTE et c'est comme ça qu'on a fait le rapprochement en 10 secondes et on n'a pas besoin d'attendre des mois et des mois. Et donc dans ce cas-là, Bodyguard traite de la même façon le mot chouin et toutes ses variantes orthographiques que le mot PUTE pour vulgariser. Okay. Alors j'avais une question, changement de sujet dans le même thème pour vous trois, qui m'est venue. Est-ce que vous avez constaté une hausse de la haine en ligne à travers le confinement? Elle était attendue. Elle était attendue. Non, elle n'était pas attendue, mais on aurait été déçus de pas la voir. Non, je rigole. Effectivement, bah oui, bien sûr qu'on a eu une hausse. Enfin, en tout cas, nous sur NetÉcoute, on a eu une hausse énorme, même de 30% de sollicitations en plus pendant le confinement, et on est resté ouvert absolument normalement. Et on a fait 2 fois plus, c'est-à-dire qu'en plus, dans les sollicitations supplémentaires qu'on a eues, il y avait beaucoup plus que d'habitude de contenu haineux, vraiment ce qu'on appelle manifestement illégal, c'est-à-dire qui sans aucun doute générait automatiquement un signalement aux plateformes et d'ailleurs à Pharos en même temps, parce qu'ils ont été multipliés par 2. Alors c'est vrai qu'il y a c'est sans doute lié à plein de choses. D'abord, globalement, les forces de police et de gendarmerie ont constaté que de toute façon, il y a eu ce qu'on appelle beaucoup de délinquance d'opportunité pendant cette période de crise à tout niveau, donc y compris sur Internet, qu'évidemment tout le monde a passé beaucoup plus de temps dessus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les jeunes notamment, ils ont continué à faire ce qu'ils font d'habitude dans la rue, à traîner en bande, à rencontrer des gens, à tester leur pouvoir de séduction, à prendre des risques, etc. Mais tout ça en ligne, donc avec à la marge des problèmes qui leur sont arrivés, des mauvaises rencontres. Des escrocs aussi. On a eu beaucoup de chantage à la webcam, énormément de garçons qui se sont fait avoir avec des problèmes de sextorsion, mais vraiment énormément. Ça a explosé pendant le confinement. Beaucoup de filles aussi qui ont été victimes de comptes fichades, donc du revenge porn plus ou moins vrai. Parfois c'était du vrai revenge porn, parfois c'était des contenus pornographiques qu'on associait à une jeune fille, mais c'était pas elle, mais on disait que c'était elle, avec la diffusion massive de ses données personnelles, son nom, son adresse, son numéro de téléphone, tout ça. Ça a été absolument explosif. Et puis beaucoup aussi parce que malheureusement, quand on s'ennuie, on aime bien embêter les autres. Ça commence très petit, mais ça s'arrête pas beaucoup. Donc on a eu aussi beaucoup de cyberharcèlement, en tout cas de cyberviolence, lié au fait que je m'ennuie, donc je vais pourrir les uns ou les autres, puis on va se mettre à plusieurs et on va faire des raids, des choses comme ça. Et ça, on en a eu beaucoup aussi. Donc, en tout cas, nous, de notre point de vue sur NetÉcoute, et puis on a fait une étude avec un institut de sondage à la fin du confinement. Donc ça, on a recoupé ça. Il y a vraiment eu effectivement beaucoup plus de cyberviolence pendant cette période, mais à côté de ça, il y a eu aussi, comme on l'a dit au début, parce qu'il faut être positif, les vraies vertus du numérique qu'on a tous évidemment expérimenté, parce que ça nous a tous sauvés dans ce moment quand même assez terrible. Et les jeunes aussi, en tout cas les collégiens, qui ont vraiment beaucoup souffert du confinement parce que quand on les interroge, ils ont eu le sentiment massivement d'avoir perdu leurs amis. Ça a vraiment été un moment super dur pour eux, les 11-14. Mais ils ont été beaucoup plus que d'habitude sur tout ce qui est forum, pour vraiment essayer d'aller trouver des échanges, même des gens qu'ils connaissaient pas. C'est de la rencontre. Ils ont eu besoin d'aller faire de la rencontre, etc. Parce qu'ils sont quand même restés enfermés à la maison avec leurs parents pendant 8 semaines, voire 10, ce qui à cet âge-là est un peu double peine. Voilà. Donc c'est vrai que oui, nous on a constaté ça. Donc je sais pas après pour Charles et David de son point de vue, mais nous, je peux que répondre oui malheureusement. Ouais. Pour tout ce qui est cyberharcèlement, pareil que Justine. Nous, premier confinement, on avait observé 56% de haine en plus. Donc, comme je dis à chaque fois, c'est à la fois un nombre de contenus haineux qui a augmenté, donc le nombre de contenus haineux qui a augmenté, mais également le pourcentage de contenus haineux qui a augmenté. Sur Twitter, on est passé de 2% à 4%, donc c'est les deux sont liés. Et pareil sur Facebook. Nous, on a observé ça pareil sur Facebook. Alors, ça fait qu'une semaine qu'on modère brut, mais ça fait depuis plus longtemps qu'on observe ce qui se passe sur Facebook. Et en fait, chez les jeunes, je suis d'accord avec Justine et je pense que Justine pourra mieux donner les raisons que moi sur le fait que pour justifier cette augmentation. Par contre, chez les personnes un peu plus âgées, chez les boomers, il y a aussi la situation un peu sociale et économique du pays qui fait que les gens sont plus tendus, plus énervés et utilisent les réseaux sociaux un peu comme un défouloir. Donc encore une fois, c'est bien là je trouve ce qu'on a bien fait pendant ce talk et c'est génial, c'est de différencier les choses et pas mettre tout dans le même panier avec
parler de haine en ligne et parler de cyberharcèlement de manière générale, c'est super ce qu'on a fait. On a bien décortiqué les différents types de haine et les différents plateformes et les différents groupes qui cyberharcèlent ou non, qui envoient des contenus haineux ou non. Donc ça, c'était top. Mais en tout cas, voilà, sur Twitter et Facebook, moi, je justifie une partie de l'augmentation par la situation économique et sociale du pays et du monde. Je ne justifie pas ça, mais je condamne bien sûr ça, mais voilà, j'explique simplement ça et je donne une observation. C'est très triste, mais c'est, je pense, en partie lié à ça. David, un dernier mot peut-être à ce sujet, après je vais conclure. Oui, bah, je suis d'accord. En fait, à chaque crise, il y a ce qu'on appelle une forme de bouc émissarisation de la crise. On a besoin de se défouler, de trouver un adversaire pour défouler toutes ces frustrations. Et on l'a vu, effectivement, on traverse une crise économique et lors de ces 2 confinements, on a vu une explosion des pratiques de délation, de cybercorbeaux. On a vu des gens qui dénonçaient leurs voisins parce qu'ils respectaient pas totalement le confinement. Mais bon, ça, c'est vrai que c'est des personnes un peu plus âgées sociologiquement. Mais il y a eu aussi une explosion et Justine Atlan a répondu de manière beaucoup plus exhaustive que moi, mais de toutes les pratiques adolescentes, qu'on voit au sein de l'enfance, où il y a des cas de cyberharcèlement. Moi, dans mon livre, j'ai raconté l'histoire d'une jeune lycéenne qui avait 16 ans et qui s'est suicidée en plein confinement au Havre. Elle a été victime de compte ficha. Elle en a parlé à sa mère et sa mère s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui s'était passé sur Snapchat, mais elle n'a pas su et elle a dit maman, je suis désolée. Elle a été près du balcon, elle a enjambé le balcon et elle s'est jetée du 4e étage d'un immeuble et elle s'est suicidée. Et bon, sa mère souhaite faire de cette histoire-là pour sensibiliser d'autres parents, parce que c'est vrai que beaucoup de parents sont démunis, ils évoluent pas sur les mêmes réseaux sociaux que leurs enfants, et il y a quelque chose à faire pour que une transmission générationnelle. Moi, il y a une psychologue que j'ai interrogée, elle me disait, qui s'appelle Angélique Gozlan et qui a beaucoup travaillé sur le cyberharcèlement, elle me disait, moi, mes parents, quand j'allais en boîte, quand j'allais fumer, quand j'allais boire de l'alcool, bah, ils avaient vécu ça, donc ils ont pu me le transmettre. Il y a eu un héritage. En fait, là, on est dans une sorte de de basculement générationnel où il y a une génération qui est au-dessus de ses enfants, qui n'a pas grandi, qui n'a pas baigné dans le numérique et du coup qui n'a pas su transmettre à ses enfants les moyens forcément de se protéger. Elle essaye, mais elle n'a pas toujours tous les... Et c'est bien qu'il existe des institutions comme NetÉcoute qui sensibilisent aussi les parents et c'est bien aussi qu'il existe ces applications comme Bodyguard qui permettent aussi aux parents d'installer sur les applications de leurs enfants les moyens de les protéger. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais conclure. On va conclure ensemble cette session talk show. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre participation. C'était super intéressant comme discussion. J'aurais bien voulu la prolonger. On va devoir laisser la place au concours de cosplay. Est-ce que chacun à votre tour, vous auriez une recommandation des ouvrages, des reportages ou des articles à conseiller pour sensibiliser nos viewers qui sont peut-être extérieurs à cet univers du harcèlement, qui ne l'ont pas vécu. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller comme documentation, Charles? Alors, moi, je suis désolé, mais je vais encore parler de Justine et de e-enfance, mais c'est les plus expérimentés à ce niveau-là. Donc, d'un point de vue documentation et tout ça, il faut aller voir NetÉcoute et e-enfance, pas forcément Justine personnellement, mais aller voir son équipe parce que ils font un super travail et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut pas hésiter à signaler les contenus, il faut pas hésiter à sensibiliser. S'il y a des parents qui nous écoutent, il faut faire attention au comportement de votre enfant. C'est plus forcément que du harcèlement scolaire. Mais attention, quand il y a également cyberharcèlement, il y a harcèlement scolaire et vice versa, donc c'est important. Moi, je veux juste terminer sur une note positive en disant créez du contenu, allez-y. Allez-y, créez du contenu, exposez-vous. On parle de ça, mais ça arrive pas tout le temps. Lancez-vous, ne vous restreignez pas, n'ayez pas peur de justement créer du contenu, publier vos publications et vos créations par peur de ça. Ce serait trop bête et ce serait donner raison aux imbéciles. Donc moi c'est mon message et voilà, moi je veux simplement terminer là-dessus. Je pense que Justine va vous indiquer beaucoup mieux quel genre de documentation il faut aller voir. Il y a des bons reportages sur Netflix aussi qui sensibilisent là-dessus. Je pense que c'est important aussi de regarder ce genre de choses. C'est un petit peu ludique, mais c'est un peu
Non, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a des séries super comme 30 Reasons Why, qui était vraiment une super série sur le cyberharcèlement, qui est extrêmement efficace. Et je pense que si on veut vraiment chercher quelque chose, une fiction il y a rien de mieux que le témoignage, comme le sait David, pour sensibiliser les gens. Et donc, effectivement, à travers une fiction comme ça, je pense que ça explique malheureusement très bien tout ce qui se passe dans la tête, mais des deux côtés d'ailleurs, et comment on peut se trouver embarqué dans des phénomènes comme ça au début sans trop savoir ce qui va se passer. Ensuite, il y a quand même beaucoup d'influenceurs, de créateurs, effectivement, de streamers qui en fait en ont parlé tous parfois à un moment ou à un autre, parce qu'en réalité ils l'ont tous vécu à un moment ou à un autre, alors plus ou moins bien avec les ressources personnelles comme l'a dit David que chacun a et qui permettent moins, mais en réalité il y a une exposition un peu numérique aujourd'hui n'est épargnée par ça. Donc, je serais assez surprise en fait que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui sachent pas ce dont ils parlent. Je pense que c'est plutôt, comme on l'a dit, les adultes, les parents, les responsables politiques encore un peu, qui eux comprennent pas toujours effectivement la réalité de ce dont on parle. Tout à fait. Et sinon, lisez le livre de David Doucet, il est excellent. Je le recommande fortement. J'allais y venir pour conclure. Je t'en prie, David. Je t'en prie. Moi, je peux dire. Moi, j'aimerais bien aussi conseiller la vidéo de Marion Seclin. C'est une conférence TEDx. Et je trouve que la vidéo est hyper émouvante et cette fille a beaucoup de courage et elle a fait de ce qu'elle a vécu, elle a réussi à le transformer. Et de la même manière, moi, j'aimerais bien aussi recommander une autre personne, c'est Ménel, qui est une fille qui a vraiment vécu l'enfer et qui aujourd'hui est en train de se reconstruire. Elle a sorti une chanson, un clip qui s'appelle Poison in the Air. J'ai un accent anglais horrible, mais où elle raconte un peu comment elle a réussi à sortir de cet environnement toxique. Et elle prépare en fait un album qui s'appelle Heal, Guérir, où elle va raconter son parcours de résilience. Et je trouve que effectivement, lorsqu'on vit ça, c'est un gros traumatisme, comment se reconstruire après cela? Et ben, des fois, des gens vont avoir une activité artistique, vont vouloir transformer toutes ces mauvaises pensées pour en faire quelque chose de beau. Et c'est ce qu'a fait Ménel, c'est ce qu'a fait Marion Seclin. Et je trouve que pour moi, ce sont des modèles de résilience et des modèles de vie. Donc ce sont deux femmes extraordinaires et voilà, je les recommande. Eh bien, merci beaucoup, David. Merci à tous les trois, Charles, David, Justine. Je vais terminer moi aussi par recommander évidemment le livre de David, La haine en ligne. Vous pouvez vous le procurer, je pense, en ligne et dans les librairies, aux éditions Albin Michel. Très, très intéressant. Vous avez dans le chat maintenant les ressources, les associations, l'association principale e-enfance, Bodyguard, que vous pouvez télécharger, bien sûr. Équipez-vous-en. Le livre La haine en ligne, n'hésitez pas à vous le procurer, ça peut être très intéressant et c'est même essentiel, je dirais. Merci à tous les trois pour votre participation, c'était super intéressant. Je fais un point cagnotte, on a largement dépassé les 36 000, on s'avance dangereusement vers les 37 000 euros. Bravo, félicitations à tout le monde, c'est énorme. Dernier point, la boutique des t-shirts, encore une fois, soutenez l'association e-enfance. Jusqu'à 19h, achetez des t-shirts, les bénéfices reviendront à e-enfance. C'est maintenant qu'il faut le faire. Les amis, merci beaucoup. Je vais laisser la main à la régie. On va enchaîner avec le concours de cosplay. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci pour votre participation. C'était super intéressant. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Black, c'est la pause. On va revenir très vite. C'est leur cœur de gamer. C'est la pause. Le cœur de gamer. Prends un thé.